Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi. Comme d'habitude, le samedi, c'est vidéo tranquille dans laquelle je vais vous parler de sujets qui me tiennent à cœur et me semblent aussi importants. Donc aujourd'hui, on va parler déjà de la belle semaine qu'on vient de traverser en bourse. Le crack qui était annoncé, rappelez-vous les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et les commentaires et la peur qu'il y a pu avoir globalement dans l'état d'esprit, ce qui est normal, les émotions, de les subir quand on a une forte baisse. Eh bien, la question, c'est est-ce que le crack qui était annoncé est déjà annulé, vu qu'on vient de faire plus 13,5% depuis les points bas sur le Nasdaq. On va parler de la saison des résultats, qui est très bonne pour l'instant globalement. On a beaucoup de bons résultats, même si on mettra des bémols, notamment, je prendrai un exemple en fin de vidéo pour vous montrer quand même comment éviter les pièges sur certaines entreprises. Et je tiens aussi à vous parler un petit peu de la crypto de Bitcoin, parce qu'il y a beaucoup de mouvements chez les institutionnels, notamment sur Bitcoin. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision sur l'investissement, mais au final, c'est votre argent et vous prenez vos propres décisions lorsque vous investissez. Donc là, on a la semaine qui a été plutôt bonne. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de verts avec des titres qui se sont très bien comportés en bourse. Vous voyez ici des Amazon à plus 7, Meta à plus 8, même Microsoft et Apple, des très grosses entreprises qui font des plus 4, plus 6%, Tesla à plus 17. Les banques vont bien aussi, donc voilà. Et tout ça suite aussi à pas mal de résultats qu'on a eu. Google a publié. On a eu pas mal de très bons commentaires sur tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a des peurs autour de ce secteur. Est-ce qu'il va vraiment avoir des débouchés ou est-ce que c'est une énième bulle qui est en train de se créer? Et on en saura beaucoup plus la semaine prochaine parce qu'on a beaucoup d'autres acteurs qui vont nous parler du sujet. Pour commencer aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que j'avais écrit le 4 avril pendant la forte baisse. Je vous ai ressorti un slide et ensuite je vais vous faire un petit peu un débrief 3 semaines après. À l'époque, j'avais écrit que clairement j'ai acheté pendant la journée du 4 avril et après 7, 8, 9, la semaine suivante, clairement j'avais continué à acheter. Et je vous disais à l'époque que la baisse pouvait tout à fait durer et que pour moi, c'était pas du tout le moment d'être figé et de ne plus bouger par peur. Au contraire, avoir une stratégie et l'appliquer. Ces journées de forte baisse et aussi d'ailleurs de forte hausse, parce qu'on a eu des journées de forte hausse, elles sont rares statistiquement ici sur une loi normale centrée et pour moi il ne faut pas les rater aussi bien à l'achat quand ça baisse qu'à la hausse. Il ne faut surtout pas être en dehors du marché. Et quand je voyais les actifs qu'on nous proposait à des prix qui faisaient clairement du sens pour moi sur le long terme, eh bien je me devais de déployer du cash et ça c'est vrai pour la bourse, pour l'immobilier, pour les autres actifs, c'est toujours la même vision long terme. Je suis pas là ici pour faire du trading, je préfère me concentrer sur ce que je contrôle et clairement ce que va faire la bourse demain, je ne le contrôle pas, ça c'est l'offre et la demande des marchés sur le court terme. Je préfère donc appliquer une stratégie et prouver. On est maintenant 3 semaines plus tard et je voulais revenir un petit peu là-dessus. Donc le Nasdaq a fait plus 13,58% depuis le point bas là, à l'ouverture du lundi matin le 8 avril et presque plus 11% sur le S&P 500. Est-ce qu'on aura marqué le point bas des peurs autour des tarifs douaniers le 7 et le 8 avril? C'est tout à fait possible. Et honnêtement, j'en ai aucune idée. Je parie pas. Ça me fait sourire, mais parce qu'en fait, on ne peut pas savoir. Par contre, le plus 13,5% sur le Nasdaq, lui, on peut le voir, il est acté. Et j'espère que personne n'a raté cette hausse, juste au cas où ça reparte encore plus à la hausse et qu'on ne revienne pas sur des points bas. Être en dehors du marché après une reprise comme ça, qui est quand même une reprise assez rapide, et on a connu plusieurs reprises en V ces dernières années. Clairement, si on est en dehors du marché, émotionnellement, ça doit être encore plus dur à tenir que la baisse. En tout cas, j'aimerais pas du tout être dans cette situation. Et je suis sûr que vous, la communauté qui suivez la chaîne, c'est pas du tout votre style et je pense pas que vous ayez vendu la baisse. Au contraire, j'imagine que vous en avez profité. Et comme je sais pas où ça va aller, si ça repart à la baisse, parfait. Je préfère honnêtement des actions moins chères pendant ma phase d'accumulation. Ma phase d'accumulation, elle n'est pas du tout finie. J'ai pas envie de prendre ma retraite demain. Et les narratifs, ils changent rapidement. Et ils changent tellement souvent qu'on s'en souvient plus. Et c'est pour ça que parfois, je les note, justement pour se rappeler de ce qu'on a traversé. Rappelez-vous de mars 2020, la peur qu'on a eue mondiale, on a acheté. Mars 2022, la peur sur l'inflation, la hausse des taux, j'ai acheté. Toute la hausse de 2023 et surtout 2024, il n'y a plus d'affaires en bourse. Comment on fait? On achetait, on achetait. Quand je dis on, j'entends la chaîne, ce que je fais dessus, évidemment. Je ne sais pas ce que chacun faisait, mais au final, ce que je vous partage encore et toujours sur cette chaîne YouTube, c'est mon parcours, c'est ce que je fais. Et là, on a eu la nouvelle baisse qui est pas du tout négligeable. Regardez la baisse suite à la peur des tarifs douaniers, elle est quand même très violente sur un horizon de 5 ans. Et d'ailleurs, on l'a bien senti il y a 2-3 semaines et j'avais fait beaucoup de vidéos justement pour aussi se soutenir tous émotionnellement pendant ces passages-là. Et ça y est, on est en train de repartir. Et ma question maintenant, c'est quelle va être la prochaine peur? Il y a un mois, c'était le Doge dans le gouvernement américain, c'était la fin du monde, ils allaient tout couper. Le Doge, on n'en parle plus du tout. D'ailleurs, Tesla en a bien bénéficié. Maintenant, c'est les tarifs douaniers. Et dans un mois, on n'en parlera peut-être plus. C'est quoi la prochaine fois? La énième récession qui arrive, la peur de géopolitique, etc., etc., etc. Comme je dis en anglais, bring it. C'est-à-dire, allez-y, amenez-moi les peurs. Il n'y a pas de souci, je serai là pour saisir les opportunités.
Alors voilà, ce slide était important pour moi, je l'ai déjà dit par le passé, je me répète un peu, mais c'est pas grave, c'est une vidéo du samedi, elle est aussi pour moi. D'ailleurs, je suis de bonne humeur, le beau temps est là, et je pense qu'après cette vidéo, ça va partir en tour de moto dans les belles forêts et la belle campagne autour d'ici. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, rien à voir. Ceux qui veulent voir des stories moto, Instagram, j'en fais de temps en temps. Bref, les résultats sont là pour l'instant. Et jusqu'à maintenant, globalement, eh ben, ça se passe très bien. Google a eu des très bons résultats. Je vous ai fait des vidéos sur ces titres là-dessus. Vous les avez juste en dessous. J'ai aussi parlé de Nvidia qui n'a pas publié, mais j'ai fini mon travail sur l'entreprise. Et globalement, bah, la réaction du marché aux résultats, je tiens toujours à dire qu'elle est imprévisible. Enfin, c'est pas parce qu'une entreprise a des bons ou des mauvais résultats que l'action va bouger dans ce sens-là, hein. Les marchés, des fois, ils font une fixette sur un point ou un point et les résultats peuvent être bons et l'action décrocher quand même. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard parce que des fois aussi, ça décroche pour des bonnes raisons. Et c'est pour ça que je vous dis, j'entends ici sur les entreprises qui peuvent justifier des bons résultats parce que des fois, c'est catastrophique et j'ai aussi envie d'être là pour montrer des fois comment éviter ce qui peut, pour moi, être des pièges. Bref, la semaine prochaine, elle va être très importante. On en reparlera peut-être demain de tout ce que je vais suivre et ce que je vais surveiller. On va avoir qui arrive SoFi, Visa, PayPal, Starbucks, Microsoft, Meta, Robinhood, Qualcomm, Eli Lilly, Amazon, Apple, CVS pour les pharmacies, j'en ai souvent parlé face à IMSS, Mastercard, Airbnb. Beaucoup de résultats que je vais suivre. Là, je ne vais pas dans cette vidéo vous dire ce que je vais surveiller sur chaque entreprise. Ça pourrait être la thématique d'une vidéo, soit pour demain, soit pour lundi. Je vais y réfléchir. Mais beaucoup de résultats qui vont arriver dans les paiements, dans la santé, dans les technologies et l'intelligence artificielle, qui sont trois secteurs qui, pour moi, vont subir des grands changements et beaucoup de disruptions dans les années qui arrivent. Et c'est pour ça que je surveille en particulier ces entreprises. Je voulais revenir sur ces phases d'euphorie qu'on peut avoir dans les entreprises et il faut quand même toujours regarder les fondamentaux, hein. Sauf si après on achète un ETF, l'ETF fait les tris automatiquement, les canards boiteux ils sortent et on ne le voit pas, mais si on est en action individuelle, évidemment, bah, ce n'est plus le cas et c'est à nous de le faire. Et je voulais vous parler ici d'Intel, car c'est important pour moi. Je prends Intel comme exemple, mais il y a plein d'entreprises qui vont tout aussi mal. Et j'ai envie de faire attention quand même, parce que évidemment chacun fera son analyse, et comme je le dis en bas, la situation sur Intel, elle est très délicate, on en avait déjà parlé, ils remonteront peut-être la pente, mais c'est très risqué pour moi. Et l'objectif ici de vous montrer, c'est que même si on a de l'euphorie, une entreprise qui après une annonce spectaculaire peut faire plus 10% ou moins 10%, il faut quand même en revenir aux fondamentaux. On va regarder en 5 minutes dans un document financier comment repérer des choses qui ne vont pas, comme ça vous fait aussi un petit exercice et je vous partage une méthodologie. Après, chacun le fera sur ces entreprises qui l'analysent. Mais on voit là quand même, hein, sur 5 ans, depuis les points hauts qu'on a pu faire, Intel est à moins 66%, donc la baisse est très longue et très dure. Et honnêtement, une telle baisse, ça peut arriver à plein d'entreprises et ils peuvent remonter la pente, hein, et vous trouverez des entreprises que j'ai même en portefeuille qui ont des traversées du désert très longues et difficiles. Par contre, il y a un moment, il y a avoir des difficultés et être capable de s'en sortir. Et c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu ici. C'est-à-dire qu'il faut quand même vérifier que l'entreprise ne soit pas dans une situation où elle va bientôt devoir lever du cash, par exemple, sinon elle pourrait finir en faillite. Et ça, c'est quelque chose que je vérifie assez souvent et qui peut m'amener à couper des positions. Ici, on a Intel en 12 mois glissant sur un an en regardant que le troisième trimestre parce que je pense qu'il publie en décalé. On voit que le chiffre d'affaires, globalement, il est en très légère baisse, mais on pourrait dire qu'il stagne. Ça fait 2 ans d'affilée qu'ils perdent de l'argent d'un point de vue des bénéfices. Bon, jusque-là encore, on pourrait se dire le chiffre d'affaires va repartir. Pourquoi pas, peut-être que dans un an ou deux, ça ira mieux. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe pendant ces un an ou deux si on n'a plus d'argent? Et c'est ça qu'il faut vérifier. Cash équivalent et investissement court terme, donc de l'argent disponible assez rapidement. On est, si j'arrondis globalement, un petit peu plus de 20 milliards. Dette court terme, 5 milliards. Dette long terme, plus de 44 milliards. Si j'additionne la court terme et la long terme et qu'en plus je prends les autres liabilities, on est à plus de 50 milliards. Donc là, déjà, on a plus de 2 fois moins de cash que d'argent qu'il va falloir rembourser. Encore une fois, pourquoi pas si on ne brûle pas de cash. Et si on descend dans les flux de trésor, là, on va très rapidement juger une entreprise. C'est pour ça que je vous dis, moins 60% en bourse sur une action, ça ne veut rien dire si les fondamentaux derrière sont bons et si on est sur de la peur sur le court terme. Mais il faut que la peur ne soit pas justifiée. Là, dans ce cas-là, l'année dernière, on n'avait même pas de cash issu des opérations. Cette année, on en a un tout petit peu. Par contre, dans tous les cas, regardez les CAPEX, les investissements en machines, en usines, on est à 5 milliards. Donc, on est en train de brûler beaucoup d'argent, on a beaucoup de dettes à rembourser et on a de moins en moins de cash en stock.
Peut-être qu'ils s'en sortiront, peut-être que ces investissements en CAPEX là dans les usines va permettre de remonter la pente. Il y a de la concurrence en face, hein. Intel, ils sont pas tout seuls. C'est une entreprise qui fait de la fabrication de composants électroniques. Je sais qu'ils se battent aux États-Unis pour ouvrir des usines, pour justement devenir un nouveau concurrent peut-être de TSMC, de Samsung, etc. Ils ont aussi une partie de conception des composants électroniques. Donc là, les concurrents, c'est plus Qualcomm, AMD, Nvidia. Ils se battent, mais on n'est pas sur une entreprise qui brûle pas de cash. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut remettre les choses en face, et s'ils ne rétablissent pas très vite la pente, il va falloir qu'ils se fassent financer avec de la dette, avec de la dilution d'actionnariat, le gouvernement qui vient les aider, etc. Mais quand je vois ce genre de choses, je suis obligé de tirer la sonnette d'alarme, parce que faire moins 66%, mais fondamentalement être toujours sur une entreprise qui va survivre, et on en parlait il n'y a pas longtemps, vous avez Solar Edge contre Enphase par exemple, deux entreprises dans le secteur du solaire, les deux vont mal en bourse, les deux ont des difficultés, il y en a une qui n'est pas au bord de la faillite, et il y en a une qui est bientôt en faillite. Et ça pour moi, ça fait partie intrinsèque de l'analyse. C'est pas parce que l'action va mal, en bourse qu'elle ne peut pas s'en sortir. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on se dit oh elle a baissé d'autant, elle pourra jamais baisser plus. Si, le plus qu'elle peut baisser, c'est encore de 100%. Donc voilà, c'est un petit rappel important que je tenais à faire. Dernier point de cette vidéo, et encore une fois, cette vidéo, je vous la fais un petit peu pour moi. C'est plein de petites notes que j'avais depuis pas mal de temps que je voulais vraiment évoquer. Et je voulais vous parler du narratif qui est en train de changer autour de Bitcoin. On a de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent. Ça fait pas mal de temps que je parle de mes recherches, notamment sur les proxys en bourse sur Bitcoin. Je confirme ma conviction. On a aussi de plus en plus de banques qui s'y intéressent et elles peuvent maintenant s'y intéresser parce que l'administration aux États-Unis est en train de se desserrer la vis. J'avais fait deux vidéos assez pertinentes pour moi, une sur l'inflation, l'impression monétaire, et l'autre justement sur le Bitcoin qui est en train d'être adopté par pas mal de fonds d'investissement. J'avais aussi parlé il n'y a pas longtemps, et plusieurs fois d'ailleurs, de Visa et Mastercard et toutes les entreprises dans le paiement qui ont intérêt à commencer à en parler et à ne pas rater le tournant. Parce que quand on voyage beaucoup, qu'on va dans d'autres pays comme en Asie, aussi qu'on discute avec des personnes qui vivent à l'étranger, on se rend compte qu'il est en train de se passer des choses sur les paiements. Et d'ailleurs, personnellement, je l'avais déjà parlé que Bitcoin, pour moi, quand on me dit qu'il n'y a pas de valeur dessus, alors que c'est un outil qui permet de transférer de la valeur, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans avoir à attendre le lundi matin l'ouverture du bureau, que la personne veuille bien vous répondre, en plus avec des frais élevés sur les transferts, et une fois qu'elle aura bu son café, quand on me dit qu'il n'y a pas de valeur à ça, j'ai des gros doutes. Et je pense que la technologie de la blockchain, c'est un pari asymétrique que je prends, d'ailleurs j'en reparle après, mais j'y vois du positif. J'en avais déjà parlé, on va finir la vidéo là-dessus, il va se passer des choses dans le monde du paiement, il faudra qu'il y ait des tournants qui soient pris par des entreprises, surtout quand on extrait le maximum de valeur de ses utilisateurs par position de quasi-monopole. C'est pas le genre de choses qui ont tendance à durer sur le long terme quand l'utilisateur n'est pas satisfait de votre service. Et je me permets d'en parler de façon anecdotique, puisque c'est les services que j'utilise via l'entreprise. Quand il y a des personnes qui nous rejoignent dans le programme et qui utilisent leur carte bancaire, je ne vous parlerai pas des frais, mais il y a des personnes qui utilisent leur situation de quasi-monopole, et je pense que s'il y a des alternatives, les entrepreneurs seront ravis d'utiliser les alternatives. Encore une fois, ceci est une opinion, et il y a très bien les entreprises qui peuvent prendre des tournants et s'en sortir, mais c'est quelque chose que je surveille. Je suis sur Bitcoin depuis mars 2020 à cause du fameux « et si ». Et quand je dis « et si », j'entends « et si toute ma thèse d'investissement, elle était bonne », et bien dans ce cas-là, même 1% d'allocation au portefeuille m'amène dans des risques très asymétriques, notamment à la hausse. Aussi à la baisse, mais aussi à la hausse. Alors je vous ai parlé de ce sujet en fin de vidéo, car c'est pas la thématique principale de la chaîne, on reste ici principalement à parler de bourse. Cependant, rien qu'avec les proxys, je m'y expose aussi en bourse, et puis j'ai envie de dire c'est ma chaîne, donc je parle aussi des sujets qui m'intéressent. Je vous remets ici le graphique de l'inflation monétaire aux États-Unis sur le dollar, sans même parler de l'euro-dollar, et en le comparant au CPI, donc le calcul officiel de l'inflation. L'immobilier arrive quelque part entre les deux. Je vous avais fait cette vidéo là-dessus que j'avais trouvé, en tout cas j'avais trouvé très intéressante à faire, et je vous invite à aller la voir si vous voulez voir des sujets un petit peu plus fondamentaux. La semaine prochaine, il y a beaucoup d'entreprises que je vais écouter et dont j'aimerais les entendre parler justement de la blockchain. SoFi, PayPal, Visa, Robinhood, Mastercard, on pensera à eux par exemple, et donc je vais aller suivre tout ça. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'était important pour moi d'aborder tous ces sujets qui me tenaient à cœur pour plein de raisons différentes. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de week-end, et à très bientôt pour un prochain épisode.